Et moi, je leur dis, ne vous inquiétez pas, hein. Impossible qu'on gagne pas ce match. C'est impossible. C'est écrit l'histoire. On va remonter. Vous allez jouer en première division. Ne vous inquiétez pas. Ils vont prendre 3 ou 4 buts. C'est fini. Le match, on va le plier. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve pour le deuxième volet avec Marcel Dib, El Diablo, pour parler de l'équipe de France, de Monaco, de son court passage à Bordeaux, mais aussi et surtout de son passage à l'Olympique de Marseille. C'est parti. Et quand justement elle se met en place, t'es pas encore appelé. Comment tu le vis, toi, ces 2 ans où t'es un peu dans la possibilité d'aller en équipe de France, mais t'es pas titulaire. Comment tu vis cette période? Moi, je le vis bien. Ok. C'était pas, moi, le plus important, c'était Monaco, hein. C'était de gagner des matchs, d'être champion, de gagner l'équipe de France. Moi, ma priorité, ça n'a jamais été l'équipe de France. Moi, le plus important, c'était mon club. Mais quand tu dis la priorité, est-ce que tu te limitais en disant que c'était peut-être un niveau un peu trop élevé ou est-ce que c'est parce que tu avais été un peu meurtri par cette sélection où tu avais bien joué ou t'es pas rappelé après? Qu'est-ce qui explique que tu étais moins, enfin peut-être pas motivé, mais que c'était moins ta priorité? Peut-être que je me sentais moins bien. Je me sentais moins bien, moins, pas en confiance. Parce que ouais, les retours qu'on a entre 91 et 93, c'est qu'il n'y avait pas une super ambiance. C'est que certains joueurs y allaient un peu à reculons. Alors, notamment, c'est beaucoup en raison des frictions qu'il y avait entre les Parisiens et les Marseillais. Là, en 88, 90, c'est quand même un peu moins exacerbé. Mais est-ce qu'il y avait pas une super ambiance? Toi, tu l'as ressenti, ça? Non, il n'y avait pas une bonne ambiance parce qu'il y avait les Marseillais, les Parisiens. Et moi, j'arrivais de Monaco, je voyais, qu'est-ce que je fais là? Ouais. Il n'y a pas l'osmose, Mm. et peu les, je crois que ça marchait pas. Et tous les joueurs n'étaient pas trop en confiance. Il y avait des bons joueurs, mais la mayonnaise n'avait pas pris. Ouais, ok. D'accord. Il n'y avait pas un groupe qui Ouais, était capable d'aller plus loin, quoi. exactement. On l'a vu, de toute D'accord. façon, plus tard et après aussi, hein. De bons joueurs, mais bon, c'est comme ça, hein. Bon, des fois, on a Les des clubs, raisons. joueurs, des entraîneurs, ça marche pas, hein. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que toi, tu joues quasiment tous les matchs de Monaco. Alors, en 89, 90, tu joues énormément de matchs. Les matchs de coupe, les matchs de Coupe d'Europe, tu es titulaire dans un club qui finit généralement entre la première et la troisième place. On pourrait même dire que c'est un club qui aurait dû être champion de nombreuses fois s'il n'y avait pas eu les zones d'ombre de Marseille derrière. Et pourtant, après ce match de la Yougoslavie, tu es appelé deux fois uniquement, alors qu'on peut pas dire que que l'équipe de France a un cadre ou en tout cas une composition qui se dégage. C'est assez incompréhensible, je dirais. Parce que moi, en préparant cet entretien, quand j'ai vu ton nombre de sélections, que j'ai vu que tu en avais que 6, par rapport à cette période où tu flambes dans un des meilleurs clubs de France, j'avoue que j'étais un peu surpris. Oui, mais il y avait l'ossature de l'OM qui était Mm. pris. Il y avait Tapi qui voulait peut-être ses joueurs, voilà, on était à Monaco, je sais pas. Franchement, peut-être que à l'équipe de France, il n'y avait pas le vrai Marcel Dib, hein. Mm. Ouais, peut-être, D'accord. oui. Ça, Mm. je connais. Peut-être que j'ai pas fait les grands matchs que je devais faire comme j'ai fait à Monaco. Peut-être qu'il y avait meilleur que moi, à ce poste. Comme dit Michel, pendant cette période, là, les années 87, 92, 93 même, c'est une équipe de Monaco qui est vraiment un des meilleurs clubs de France. Est-ce que à ce moment-là, toi, tu as des propositions pour aller dans un autre club, notamment justement Marseille, qui est en train de construire une grosse équipe, toi qui viens de Marseille, est-ce que tu as été sollicité quelques fois pour rejoindre Marseille durant cette période? Oui, oui, j'ai été sollicité par Marseille, par Bordeaux, par Bèze et qui avait Jacquet. Et un club étranger, c'était là à son moment. Ah oui, Waouh. bravo. 3 beaux noms, hein, en tout cas. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas basculé sur un de ces 3 clubs? Le Prince Albert, il voulait pas que je parte, hein. Ah oui, c'était vraiment le Prince Albert Carrément. directement? Le Prince Albert, oui. T'aurais accepté autrement? Je sais pas. La Roma, peut-être. Un club étranger pour franchir un autre cap, pour voir.
Il y avait pas beaucoup d'étrangers, hein, quand même. Mais ouais. Essayer de se mettre à la hauteur, parce qu'on avait joué la Roma avec les Giannini, les Carnevale, les Carboni, Mm. les Rudy Voller, les Lasser. J'aurais aimé jouer peut-être dans cette équipe, découvrir ce club, cette ville, l'Italie, autre chose, là, voilà. Le petit de Saint-Marcel, jouer à Pau. Ouais. Mais pourquoi tu franchis pas le pas? Tu crois que tu es peut-être trop à l'aise à Monaco? Non, après, bon, la Roma, j'avais 31 ans, ils pensaient que j'étais plus jeune. Mm. D'accord. Comme Badi Boni. Ah, de la bouteille. Et Même, même jusqu'à 37 ans, hein, tout le monde croyait que j'étais plus jeune. Hein. mm. C'est les cheveux. C'est les cheveux longs. Bah là, même là, tu as l'air plus jeune que Guillaume, hein. Largement. Ouais, ouais, c'est vrai. Vous faites En que des tout cas, comptes. en bien meilleure forme, ça c'est sûr et certain. Non, mais après, à Monaco, j'étais bien aussi, hein, voilà. On avait des grands joueurs, hein, il y avait des jeunes comme Thuram, Petit, qui poussaient, Georges Weah, Djorkaeff, c'est, Ah non, mais c'était une super équipe qui malheureusement a pas pu transformer. Donc il y a le super titre de 88 qui est vraiment un super titre, mais après il y a effectivement des coupes de France, quelques coupes de France, mais ça n'a pas marché, ça n'a pas glané beaucoup de titres. Quelle est pour toi la raison de ce manque de résultat final? Parce qu'honnêtement, c'était une super équipe qui venait toujours sur des super places, mais jamais la place du Graal. bon, après, il y avait trois belles équipes, hein. Il y avait Bordeaux, il y avait Marseille qui était toujours là, je veux dire, avec des grands joueurs aussi, hein, avec des Papé qui était en plein boom, qui est sous la dalle, un petit Pelé, et nous aussi, on avait une belle équipe, mais ça se jouait toujours à rien, hein. On aurait pu faire une ou deux fois champion de France aussi, hein. Alors, on a eu Emmanuel Petit qui nous disait un petit peu qu'à cette époque-là, c'était un peu un chien fou qui avait besoin d'être canalisé. Et il a trouvé une grande compréhension de la part du vestiaire monégasque qui était très compréhensif, très paternel. Tu faisais un peu partie de ceux qui l'ont pris sous leurs ailes, Manu Petit, à ce moment-là? Non, parce que moi, j'étais jeune, moi, j'étais tout le temps avec les anciens, quoi. Nous, on Ah, voulait durable, les Manu Petit, il y avait, ils étaient dans leur bulle, hein. Nous, on était déjà les vieux briscards, on essayait, le soir de sortir ensemble et tout ça, mais bon, c'était que pendant les entraînements. d'accord. Hmm. Dehors, on était toujours les vieux briscards ensemble. Les jeunes, ils étaient un peu à part. Alors, il y a cette finale de Coupe de France qui est assez incroyable contre l'OM. Je pense qu'on peut dire que c'est une des plus belles finales de Coupe de France qui se termine par 4-3, la fameuse bise de Papin sur François Mitterrand, un peu sur un pari. Toi, tu joues un match incroyable, tu marques 2 buts et tu dois quand même être un des rares joueurs à avoir marqué 2 buts en finale de Coupe de France et l'avoir perdu. Raconte-nous un petit peu ce match et comment tu arrives à surmonter la déception. Moi, c'était mon rêve de gagner la Coupe de France parce que quand j'étais jeune, que je voyais les Josip Skoblar, étant Marseillais, dans les années 72, être à côté du président de la République, j'aimerais que ce soit moi qui soulève cette coupe à côté du président. Donc, Ouais. quand j'ai le jour J, eh ben, j'étais archi motivé. Je savais que j'allais faire un grand match. Je savais que j'allais faire un grand match ce jour-là. Et j'ai été la déception, bien sûr, à la fin du match, d'avoir marqué 2 buts, d'avoir fait plein de tirs, d'avoir fait tout pour essayer de revenir au résultat. Bien sûr, déçu, mais après, après le lendemain, c'est comme si j'avais gagné. Parce que toutes les personnes que je croisais dans les aéroports, dans toute la France, m'ont embrassé, m'ont dit, Marcel, tu as fait un grand match. C'est là que mon nom est ressorti vraiment, sur ce match de France. Dans mes souvenirs, c'était un match complètement dingue. Oui, parce qu'on aurait pu prendre 2 ou 3 buts de plus et après, c'est vrai qu'il y a eu quelques joueurs qui se passent au travers, comme souvent dans des finales, dès qu'il y a 2 joueurs qui passent à travers, c'est difficile de la gagner et qui la méforme, la pression et moi qui revenais toujours dans le match, au score, Oui. super motivé, en étant, voilà, c'était mon jour où j'étais en pleine confiance, en pleine possession physiquement. Je réussissais tout et c'est vrai que s'il restait 5-10 minutes de plus, peut-être que j'aurais égalisé, mais j'avais 3 minutes de la gagner.
Bah alors justement, tu dis il y a peut-être des joueurs qui sont passés à côté. Alors il y a toute une polémique justement, et alors Wenger en a parlé, je crois que Manu Petit en a parlé aussi, que sur certains matchs contre l'OM, il y avait parfois des joueurs monégasques qui, assez bizarrement, jouaient nettement moins bien que leur niveau habituel. Je crois qu'il y a une réunion que Wenger fait avec quelques joueurs où il leur montre une cassette du match, genre d'un ou deux, plusieurs matchs Monaco-Marseille, en leur demandant est-ce que tu vois pas quelque chose de bizarre. Et Wenger et les autres joueurs disent effectivement tel ou tel joueur a quand même fait une énorme erreur qui fait que Marseille a gagné. Est-ce que toi, tu as des doutes par rapport à cette finale et par rapport à d'autres matchs ultérieurs contre Marseille? Franchement, non. Franchement, c'est, comme je vous ai dit, il y a des matchs que vous avez l'impression que vous ne sentez pas bien, que vous avez les jambes tétanisées. Comme je vous ai dit à l'équipe de France, c'est, des fois, on se demande, vous voyez, on regarde Mbappé aujourd'hui. On le reconnaît plus. Ouais, c'est triste d'ailleurs. Elle ne veut plus contrôler le ballon, elle ne veut plus faire une dribble. C'est, je sais pas ce que se passe dans la tête. Et après, les jambes, ça suit et vous pensez que ça, mais c'est que le joueur, ça y est, il est plus en confiance, il n'arrive pas parce que il y a la pression, ce jour-là, il est pas bien et trop, c'est trop facile, le sport de haut niveau. Si chaque Ouais. match, le monde, c'est, tu gagnerais tous les matchs. Et il y a plein de matchs qu'on en verra encore il y a plein de joueurs qui sont tétanisés. Vous voyez, au stade de l'Odrome, hein, les derniers Ouais. matchs, il y a des joueurs qui Ouais. arrivent. Et c'est la pression des matchs, c'est difficile à expliquer, hein. Tu t'évoquais effectivement à la France, pour les matchs de l'équipe de France, peut-être qu'ils n'ont pas vu le vrai Marcel Dib à certains l'équipe de France. Est-ce que en championnat, ça t'est arrivé justement de passer à travers un match sans que tu comprennes pourquoi? Non, franchement, un championnat, j'ai pas souvent. Ouais, pas souvent. Bon, en coupe, toi, plus le match était télévisé, plus je flambais. Contraire, tous les matchs, j'ai crevé. Tous les matchs télévisés, j'ai crevé l'écran. Moi, Mhm. c'est à l'équipe de France que j'étais un peu, c'était pas Marcel. Ouais, Ouais. ok, intéressant. Et alors juste pour revenir, alors oublions cette finale de Coupe de France. Juste pour revenir à ce que Arsène Wenger avait un petit peu identifié, vous en parlez un peu dans le vestiaire de ça, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose sur lequel Wenger se confie uniquement à quelques joueurs en particulier? Vous pensiez qu'il y avait je veux dire, des taupes dans le vestiaire ou pas du tout? Non, pas du tout. Moi, je peux on n'en parlait jamais, hein. Après, c'est quand même, vous perdez des matchs, que le résultat, vous côté le gagner, ça se passe mal, ou qu'il y a ou des joueurs qui passent à travers, et après, il y a des joueurs qui se sentent, comme je vous dis, moins bien, et il y a des joueurs qui peuvent vous faire gagner des matchs, qui, ce jour-là, ben, vous les faites pas gagner, ou Mhm. derrière défensivement, ou interdit de but, mais je pense pas. Donc toi, tu n'as jamais eu de soupçon sur qu'il y ait peut-être des joueurs qui aient levé le pied lors de certains matchs contre Marseille? Donc, sur la finale 4-3, non. Non, Les pas joueurs, sur la finale. La finale, peut-être pas. Enfin, la finale, j'avais jamais entendu parler que c'était par rapport à la finale. Mais plus sur certains matchs de championnat. Je crois que Wenger, et on a eu Jean-Luc Ettori aussi sur le match, qui nous avait dit il y avait des joueurs où clairement il avait eu des doutes, qu'il en avait parlé avec Wenger, et que, effectivement, les joueurs sont partis, je crois, la saison d'après, et qu'il le ressentait encore des années plus tard, et qu'il avait un sentiment de trahison vis-à-vis de ses joueurs. Toi, t'as pas eu cette même sensation? non, non, franchement, avec les joueurs qu'on avait dans cette équipe, non. D'accord. Non, non, on a fait les matchs qu'il fallait et peut-être ces matchs-là qu'on a perdus, ou qu'on a fait match nul, c'était comme ça, le ballon, hein. D'accord. Mhm. Faut gagner tous les matchs, hein. Il y a des erreurs qui se font et D'accord. Très clair. voilà. Tu formais avec Claude Puel, comme tu disais, un duo assez complémentaire, assez complice. Est-ce que dans la vie, en dehors du terrain, vous étiez potes ou pas du tout? Pas de potes, mais se voyait après les matchs, avec les épouses, on dînait ensemble, on se voyait dans la journée. Bon, après, il y a pas beaucoup de jours qui se fréquentent tous les jours, hein, Non. Ouais, bien sûr. de toute façon, à part les entraînements, rentrer à la maison, récupérer la sieste et récupérer le repos parce que tu joues tous les 3 jours. Après, se réveiller le soir pour aller au resto, hein. Non, Mhm. c'est bien, il n'y a pas de souci.
Et toi, c'était quoi les trucs que tu aimais bien faire en dehors du foot? Tu avais le temps d'avoir un hobby ou des passions ou des trucs à côté? Non, non, pas du tout. Je me concentrais. D'accord, Ça, c'est foot, rien que le foot. Et une petite question, mais vraiment stupide, c'est une époque où l'hygiène du footballeur est bonne, mais elle n'est pas encore au niveau actuel. Il y a des joueurs qui fumaient. Est-ce que toi, tu fumais, par exemple, ou tu buvais de l'alcool? Comment toi, tu gérais justement ce cas-là? non, moi, je fumais pas. L'alcool, la semaine, je buvais pas. Le soir, le samedi soir, après le match, du vin rouge et si on sortait, un whisky, mais c'était que le soir du match. D'accord. Mais le principal, c'est le poids, hein. C'est le poids de forme. Voilà, il faut respecter. D'accord. Si tu as du surpoids, tu peux pas jouer au niveau. Même 1 kilo de trop, non, pas. Guillaume, t'es foutu, hein. Non, mais j'étais foutu à cause de ça. Moi, j'ai connu des joueurs qui mangeaient tomate mozza et qui s'étaient toujours blessés, hein. D'accord. Toi, tu prenais des poids pendant l'intersaison ou pas? Parce qu'on a eu Christian Lopez qui nous disait que c'était toujours son gros problème à l'intersaison. Il revenait toujours avec quelques kilos en trop. Non, non. 2 ou 3 kilos parce qu'il faut les prendre pour les Ouais. reperdre l'âge, mais non. Non, ok. Plus de problème. En tant qu'ancien joueur de l'OM, il y en a quand même beaucoup qui ont un peu mal tourné au niveau surpoids. Toi, tu es encore ultra fit. Moi, j'ai mes dizaines de kilos en plus, mais bon, ça va, je suis bien. 10 kilos en plus, mais 5 kilos de muscle. Donc ça va. Ouais, Ça va, 5 kilos dans les bras. Ouais. Le paddle. C'est clair. Ah, tu te mets au paddle. C'est vraiment le sport à la mode. C'est le sport des footeux, c'est incroyable. Le top. Par exemple, si tu faisais un match de foot, par exemple, t'as quel niveau là actuellement si tu reprenais le foot? On va dire RE, mais ça me dit plus rien de jouer. Ah ouais, pourquoi? carrément. Parce que j'aime jouer devant le public. Quand tu as joué de haut niveau, de jouer après à mon âge, Ouais. et t'es plus motivé, quoi. Mais il y a toute une vague maintenant de matchs des légendes. J'en vois de plus en plus. Pour les 80 ans du Stade Malherbe de Caen, pour les 100 ans de l'Escure, etc. Il y a de plus en plus de matchs. Et j'ai l'impression qu'il y a toute une vague maintenant de nostalgie pour les anciens et que les gens sont contents justement de voir des anciens joueurs qui ont, certains qui ont d'ailleurs pas du tout gardé leur niveau de fitness comme toi. Et est-ce que ça t'intéresse, toi? Tu participes un peu à ce genre de match? Oui, bien sûr, avec les anciens joueurs, bien sûr, je joue des fois 10 minutes et quart d'heure, mais bon, moi, j'ai peur de me blesser à 65 ans, hein, c'est plus évident, hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Faut Effectivement. savoir la page, hein, d'être présent et de faire plaisir. Oui, souvent, j'y suis. D'accord. Bah. Alors justement, en parlant de faire plaisir, on va revenir sur cette finale. C'est un peu la revanche de la finale de 89. Cette fois, c'est de nouveau contre l'Olympique de Marseille. Une équipe de Marseille qui est encore, je pense, sur le papier, encore meilleure que celle de 89. Tu as ton ancien compère Olmeta dans les buts, Amoros, ancien Monégasque, Carlos Moser, un peu le requin de James Bond en défense. Tu as Boli, Casoni, Germain Fournier, Chris Waddle, Vercruis, Pelé et bien sûr JPP sur le terrain. Vous gagnez 1-0. Quel est ton souvenir de cette finale, cette revanche? Déjà, c'est une très belle équipe, hein, je me rappelais plus qu'il y avait cette équipe-là, hein, sur le papier. Et quand j'ai vu Basile Boli au bout de 5 minutes, qu'il a une tête pour marquer, que Jean-Luc Ettori fait un arrêt extraordinaire, je me suis dit, peut-être que ce jour-là, que ce soir-là, elle est pour nous, la finale. Il venait de perdre à Paris contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Il avait un peu la tête dans le sac. Et plus le temps il passait, plus c'était bon pour nous. Et bon, après, quand je rentre Passy qui est rentré, Remplace Djorkaeff, ouais. qui a marqué ce but du pied droit, là. Je crois que c'est le premier de sa vie. Et voilà, ça a été, pour moi, une finale récompensée de ce que j'ai perdu en 89. C'est ton plus grand souvenir à l'ASM? Oui, parce que je voulais aller dans la tribune, hein, être à côté du président. Ouais. Et alors, comment ça s'est passé avec le président? Ben, elle était à côté de moi, mais moi, je savais que toute ma famille et mes amis, à la télé, ils allaient voir comme moi, hein, le président. Il était tout petit en plus, ouais. Et François Mitterrand, je crois, non? Ouais, c'est ça, c'est Mitterrand. Ah oui, le chef, c'était moi, ce soir-là. Ouais. J'ai soulevé la coupe. Et donc, effectivement, ça clôt une énorme période avec Monaco. Et pourtant, en 93, tu pars de Monaco pour rejoindre Bordeaux. C'est quoi les raisons derrière ce départ? J'arrivais sur mes 34 ans. Bon, je commençais à piquer du nez, hein.
Et il y avait une nouvelle génération, hein, déjà, les petits, des Thuram, des jeunes qui commençaient à me mettre le nez à la fenêtre, qui commençaient à s'imposer. Et moi, il y a Roland Courbis qui m'a dit, Marcel, tu veux pas nous donner un coup de main, hein, cette année à Bordeaux avec Zidane, Lizarazu, Dugarry, tout ça? J'ai dit, pourquoi pas? Peut-être que ça va me rebooster et me dire, moi, je veux le titre, tout ça. Comme tu m'as rendu beaucoup de services à Toulon. Voir avec le président Campora, s'il y a une possibilité, ça va peut-être me rebooster à m'imposer, à trouver une autre énergie pour un autre club, d'autres joueurs. Ça faisait 8 ans et c'est là que avec Alain Aflelou, le président de Bordeaux, ça s'est fait. Et alors, juste avant de parler de Bordeaux un peu plus en longueur, il y a cette finale contre le Werder de Brême, cette finale de Coupe des Coupes, malheureusement, qui tombe quelques jours après Furiani. Tous les Monégasques qu'on a eu nous disent que vraiment personne n'avait à cœur de la jouer, que le stade était à moitié plein, qu'il y avait une ambiance vraiment, vraiment bizarre. Quels sont tes souvenirs, toi, d'abord de cette campagne? Vous éliminez quand même des gros calibres. Vous avez une magnifique équipe et malheureusement, bien évidemment, vous relativisez ce match après ce drame. Toi, quand tu te rappelles de cette campagne, tu penses à quoi en particulier? Ben, je pense que c'était la plus belle année d'Arsène Wenger. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on faisait 2 finales. On faisait le mercredi, on faisait la finale contre Brême. Et le samedi, on était en finale de la Coupe de France. On attendait le vainqueur de Bastia l'OM. Et le mardi, on était tous ensemble et quand on attendait la veille de match, on attendait le vainqueur de ce match-là, là, Bastia l'OM. Et quand il y a eu la catastrophe, qu'on ne savait pas exactement ce qui s'est passé, on est descendus tous dans le hall. Et là, c'est là qu'on nous a annoncé qu'il y avait des morts et tout, que peut-être que la finale du lendemain contre Brême allait être à rejouer. Bon, nous, on était d'accord et tout. Même le prince Régnier, le prince Albert, tout le monde était d'accord. Bon, après, l'UEFA n'a pas voulu et le lendemain, quand on a appris qu'il y avait autant de morts, que Fournier Fayard est parti à Bastia, qu'on avait beaucoup de journalistes qui sont repartis, nous, on n'était plus en état de jouer parce qu'il y avait la finale aussi qui était annulée le samedi aussi. Ouais. Et les Allemands, ils ont rien voulu savoir. C'est vrai que ce jour-là, le match soit le stade à moitié vide ou à moitié plein, je pense que c'est pas par rapport à Furiani. Par rapport à la loose, le stade à Benfica a plus de 100 000 places. Monaco-Brême, ça fait pas rêver, hein. Pour des coupes, il y avait 30 000 personnes et c'est pas ça, c'est que le match, on est rentré dans le match, on aurait pu ouvrir la marque et tout. Et c'est vrai que dans la tête, on n'avait pas préparé, on pouvait pas préparer ce match Positivement. parce qu'on savait qu'il y avait un drame qui s'était passé à Furiani avec beaucoup de morts, beaucoup de blessés et qu'on savait qu'après, dans la tête, c'était les vacances. Quand les vacances sont parties, il n'y avait pas la finale de Coupe de France, tout était tombé à l'eau, quoi. Et justement, pardon, ça n'a un peu rien à voir, mais par rapport à ce que tu disais, où tu disais effectivement Stade de la Louse, Monaco, Brême, c'est pas l'affiche du siècle, les spectateurs n'étaient pas venus en nombre. Tu disais aussi que toi, ce que t'aimes, c'est le public, voilà. À Monaco, c'était pas dur justement de jouer dans un stade qui est quand même pas connu pour être le plus enthousiaste de France. Non, parce que à Monaco, le stade il est petit, il y avait toujours 7-8 000 personnes, mais on avait l'équipe de copains, il y avait quand même de beaux joueurs, quand même, hein, des Djokaev, des Barros, des Glenn Oder, des Aclé, derrière aussi, solides, des jeunes. On avait quand même une équipe, il y avait une bonne ambiance. C'est comme aujourd'hui, où on est Monaco, ça marche bien. Pareil, 7-8 000, en Europe, il faut, voilà, 12 000. Moi, je crois que le public, on le faisait à l'extérieur. Enfin, quand on se déplaçait, on faisait du monde, là. Oui. Enfin, moi, l'image de Monaco des années 90, c'était vraiment une équipe, en tout cas au niveau offensif, qui était toujours ultra spectaculaire. Elle dénichait toujours des joueurs, tu savais pas trop d'où, qui mettaient des buts de malade, les Youssouf Fofana, les Georges Weah, ou même des Klinsmann, bon, qui étaient déjà des joueurs ultra confirmés, mais c'était vraiment une équipe que j'adorais voir jouer. Enfin, c'était une équipe avec, en tout cas offensivement, des joueurs fantasques, et c'est vrai, au milieu de terrain, des grognards, quoi. Non, Arsène Wenger a mené sa touche, hein, a mené sa touche, franchement, hein, c'est lui qui a mené l'AS Monaco à ce niveau, hein. Il avait mené toute rigueur, tout ce qu'il fallait pour un club pro pour jouer les premiers rôles.
Alors pardon, et donc on va revenir à Bordeaux. Tu passes ton année là-bas où tu encadres une génération ultra prometteuse qui va être le socle de l'équipe de France championne du monde 98. Toi, quand tu les vois, ces petits jeunes là, est-ce que tu sens qu'ils ont quelque chose en plus, qu'ils vont devenir des stars mondiales, en tout cas pour Lizarazu et Zidane? Zidane, oui, mais Lizarazu, je pensais pas qu'il allait faire une aussi belle carrière. Franchement, moi, j'ai dit chapeau, hein, chapeau pour ces jeunes joueurs qui ont fait une très belle carrière en équipe de France, champion du monde et tout. Je pensais jamais que la France allait être champion du monde un jour. Ah, c'est vrai, à ce point-là. Ouais, franchement, hein. Moi, je voyais toujours les grands pays, je veux dire, même sur les grands pays, je voyais toujours l'Argentine, le Brésil, l'Allemagne. Et après, au fur et à mesure, ils ont fait un beau groupe quand même, l'équipe de France, hein. C'est ça que je disais, l'osmose et tout. Et c'est vrai qu'après, ça c'est avec Zidane qui a été le meneur de ce groupe, a permis d'être champion du monde, hein. Bon, moi, je dis bravo, hein. J'aurais aimé jouer dans cette équipe-là, bien sûr. Bah, il y a ce mythe que Dugarry, quand il était jeune, était meilleur que Zidane. Toi qui les as vus à cet âge-là, est-ce que tu Oh, confirmes? je crois pas, hein. D'accord. D'accord. J'ai joué du gars à Bordeaux quand j'étais, je jouais pas souvent, hein. D'accord. Bon, bah, Très bon joueur, du gars. bon joueur. D'accord. Très bon joueur. Mais c'est Zidou, c'est au-dessus quand même. Ouais. D'accord, bah, il faudra lui dire, donc, effectivement. Ouais, c'est pas une opinion très controversée. Et un an à Bordeaux, et tu as cet appel. Raconte-nous un petit peu ce qui te pousse à partir à Marseille à ce moment-là. Donc là, tu as 35 ans. Oui, j'ai 35 ans et à Toulouse, il veut se séparer de Roland Courbis et le président dit à Courbis, moi, tous les jours qu'il y a Belif, qu'il parte. Ah oui, ok. Ouais. C'est ça, la réalité, c'est ça. Bon, après, pour là, il veut que je vais à Toulouse, j'ai deux coups de fil. Moi, je dis, Roland, moi, je suis un joueur de Ligue 1, hein, de première division, je vais pas jouer de deuxième division. Moi, j'ai Cannes, j'ai Bastia. Et là, Tapi m'a appelé pour venir à l'OM et là, j'ai dit, ouf, là, c'est pas pareil. Ouais. C'est quand même deuxième division, mais c'est pas la même deuxième division, quoi. Là, c'est chez moi, à Marseille, à 35 ans, faire remonter l'OM, le club à dépôt de bilan, liquidation judiciaire. Puis, président, là, vous me demandez, il me dit, ouais, mais il y a Fabien Marthez qui reste, il y a Casoni, il y a Ferreri, tout ça. J'ai dit, oui, mais bon, bien, il faut que tu viennes pour sauver le club. J'ai dit, ben, il n'y a pas de problème, je me suis challenge, hein. On va réussir, hein. Il me fallait quelque chose pour me booster. Et j'ai dit, OK. Et alors, ce qui est marrant, c'est que cette équipe, comme tu le cites, tu as quelques grands noms. Mais autrement, tu as vraiment des Et randoms ensuite, de première. ouais, t'as je sais même pas comment le qualifier sans être injurieux, mais ensuite, j'ai pas envie de dire des brels parce que c'est méchant, mais tu as 5, 6 super joueurs et d'autres, c'est des joueurs qui auraient peut-être jamais eu une carrière, même en Division 3. Parce que je pense que nos auditeurs qui étaient pas nés à ce moment-là ou qui suivaient pas le foot ne se rendent pas compte du marasme dans lequel l'OM était à ce moment-là. C'est-à-dire que l'OM est passé du top du foot européen à un club qui est sanctionné par la Ligue, qui peut plus jouer les Coupes d'Europe, qui peut pas défendre son titre, qui peut pas jouer la Coupe intercontinentale, qui est rétrogradé. Je sais même pas si au niveau sportif, mais plutôt au niveau, parce qu'il y a effectivement, comme tu disais, un dépôt de bilan. Enfin, c'est le bordel total à cette époque-là. L'équipe qui joue quand même, je crois que c'est aussi cette année-là où Marseille va jouer la Coupe d'Europe. Je ne sais plus trop pourquoi d'ailleurs. Parce qu'ils ne sont pas interdits de Coupe d'Europe au départ. Ils sont interdits de Champions League, mais pas de l'UEFA. Et donc, ils font l'UEFA. Je me souviens d'un match incroyable contre, je crois que c'est Sion. Ouais, c'est Sion. Ouais. C'était un des matchs les plus fous, alors que c'était un match peut-être de deuxième tour, avec une équipe de D2 qui se bat. Je crois que c'était Marc Libra qui fait le match de sa vie. Alors, c'était une période dingue. Donc là, Marcel, tu décides de donner sa chance à Marseille, pour le coup. Et donc, avec une équipe mi-star, mi-bras cassé, vous arrivez à faire une année incroyable, qui est peut-être une des années les plus mythiques de Marseille, je pense, pour ceux qui sont fans de Marseille, mais même les autres, où vous faites vraiment une super saison en deuxième division pour remonter en division 1.
Est-ce que tu te souviens de cette épopée un peu sauvage? Ah oui, bien sûr que je me souviens. Je me souviens parce que j'ai fait de très 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 belles saisons. On fait une demi-finale de Coupe de France, on bat tous les clubs de Ligue 1 chez nous, de première division. On perd au Parc des Princes en demi-finale. On fait des matchs de Coupe d'Europe contre Olympiakos, contre Sion. On fait venir le public, on remplit le stade et on finit premier et on monte pas. Ouais. Ouais. Vous étiez sanctionné, c'est ça, hein? C'est ça. Il y avait deux. Il y avait la Férome valencienne et la liquidation judiciaire, le dépôt de bilan. Ça, on n'était pas au courant. Nous, on pensait jouer en première division. Tu es au courant de l'étendue des problèmes de Marseille quand tu acceptes de rejoindre le club? Tu te rends compte dans quelle mesure le club est vraiment en mauvais état? Non. On sait qu'il est en mauvais état parce qu'il y a un salaire qu'on est payé par un huissier. Waouh. On sait que tous les salaires ne peuvent pas dépasser 15 000 euros. Wow. Voilà, c'était en francs, mais bon, ça, c'était Ouais. l'équivalent de 15 000 euros. On sait que il n'y avait pas de prime de match. On sait que il fallait monter pour sauver le club. Il fallait finir dans les 3 premiers pour monter en première division. Donc voilà, c'était un challenge. C'était ma ville où je suis né. Bernard Tapie voulait que je sois le capitaine pour être la locomotive. Voilà. Et moi, j'avais envie, voilà, c'est tout. J'avais envie de porter ce maillot que j'ai jamais porté jeune et de jouer au Stade Vélodrome, qui était un rêve aussi. Ouais. Voilà, tous les grands joueurs qui ont joué dans ce stade, qui ont porté ce maillot. Voilà, c'était maintenant ou jamais, quoi. Voilà, Ton premier match, c'est un peu un scénario catastrophe. c'est ça. Premier match, vas-y, raconte. Ben, c'est contre Le Mans. Ouais. Je marque, on perd, je me fais expulser. Ouais, tu te fais expulser à la 60e minute, défaite à domicile. Est-ce que tu dis ça va être une année très très longue ou est-ce que tu arrives rapidement à te remobiliser? Je me suis pas posé de question. D'accord. Je me suis pas posé de question. On était là pour une mission, c'était qu'un match. Déjà, j'avais fait mon match, j'avais été expulsé, mais j'avais marqué déjà, j'avais déjà dans Ouais. ma tête, j'étais déjà bien préparé pour la suite. D'accord, ouais, parce qu'effectivement, tu marques, tu es expulsé et juste après ton expulsion, Le Mans égalise et puis marque un but à la dernière minute. Donc vraiment, scénario terrible. Et vous arrivez effectivement, comme tu le dis, à vous remettre dans le bon chemin. Vous jouez la Coupe d'Europe contre le Pirée, Marseille, incroyablement. Parce qu'en plus, avec une équipe qui est vraiment faite de briques et de broc, puisqu'il y a plein de joueurs qui partent à l'intersaison. Les plus grands joueurs, en tout cas qui étaient de la campagne européenne, partent. Vous gagnez au Pirée, vous gagnez à domicile. Ensuite, vous perdez 2-0 à Sion. Et il y a ce match dans un vélodrome vraiment incandescent contre Sion où vous perdez 2-0 au match aller. Sion qui marque au bout de quelques minutes. Donc, il faut que vous marquiez 4 buts. Quels sont tes souvenirs de ce match? Ça doit être un de tes matchs qui doit encore te donner des frissons, non? Oui, parce que contre Sion, quand Casouni et Barthez ils font ce boulette, et que Assis, c'est le frère de Rolandino qui marque, je me rappelle très bien qui marque, et quand on est à la mi-temps 1-0 et que nous on essaie de jouer avec des passes latérales, je crois pour Manchester City, et que Tapi, il rentre dans le vestiaire, il commence à nous dire, vous me cassez les couilles, et vous allez jouer devant, vous allez balancer sur Cascarino, et vous allez voir au bout d'une demi-heure, on va marquer 2 ou 3 buts. Et c'est ce qu'on a fait, et, et ça se passe comme ça. Hein. Ça se passe comme ça. Hein. Au bout d'une demi-heure, on avait mis 3. Hein. Exactement, ouais. Ouais, 3 buts, 2 buts de Libra, un but de Ferreri. Il reste quasiment 20 minutes à jouer. Je me souviens de une pression de malade. Et puis, malheureusement, vous n'arrivez pas à marquer ce 4e but. Ah ouais, le gardien il fait des parades. Incroyable. Incroyable, il arrête tout. Et là, c'est là, Tapi en folie. Il a dit, voilà, vous m'avez pas écouté, bande de cons. Je vous ai dit de balancer. Et on a perdu, c'est de votre faute. C'est ci, c'est là. Et après cette élimination, je crois que quelques jours, quelques semaines après, il a été écroué en prison. C'est hard comme fin d'histoire, mais effectivement, Eh oui, c'est ça, c'est ça. L'histoire, elle est là.
Et toi, comment tu vois ça? Tapi, tu le connais parce qu'il est, voilà, parce que tu es de Marseille et parce que tu dois le suivre de loin. À cette époque-là, il a quand même toi, tu le rencontres pour de vrai, entre guillemets, à l'époque où il est vraiment, où il a un peu été exposé pour toutes les malversations qu'il a faites. Et donc, il y a moins ce mythe du patron qui réussit, etc. Tu as un peu la face sombre qui est un peu plus dévoilée. Toi, c'est quoi ton opinion de Tapi à l'époque et puis maintenant avec le recul des années plus tard? Donc j'ai côtoyé juste 2, 3 mois donc à Marseille. Hein. J'ai vu que c'était grand président, que c'était grand monsieur, qui c'était melon d'homme, qu'il a mené cette équipe de deuxième division avec des moitiés, comme vous avez dit, des moitiés bras cassés. Mais il y avait quand même une équipe qui est arrivée à motiver, à faire des bons résultats et à refaire remonter l'OM. Moi j'ai vu que c'était un grand président. Hein. Après, on avait des jeunes, bon, après, vous dites des bras cassés, mais c'était plus dur quand même, hein. Non, on C'est grave, exagère. mais des jeunes joueurs comme les joueurs ni Azouar, ni Bras, ils ont fait leur carrière quand même. Ouais, exactement. Non, mais Et après, c'est plus parce Joël que- Cantona. Il y avait quand même, le banc était quand même faible, quoi. On peut dire. oui, mais voilà, non, c'était un meneur d'hommes, un président qui avait l'envergure, hein, comme d'autres présidents que j'ai connus, hein, comme Campora, Bez, Nicolet, c'était des bons monsieur. Mais bon, après, on s'est dit, quand on a plus vu, on s'est dit où on va. Tu donnes l'exemple de Tapi qui hurle à la mi-temps et qui donne des directives sportives. Alors, il y a cette série sur Netflix où effectivement, alors je sais pas ce qui est la fiction, ce qui est vrai, mais tu le vois dans les vestiaires dire à Goethals ou à Gérard Gilly comment il doit gérer l'équipe. Est-ce que toi, tu l'as vu, à part cet exemple de ce match contre Sion, tu l'as vu venir dans les vestiaires et dire voilà la façon dont l'équipe doit jouer? Bien sûr, je l'ai vu. Le premier match contre Le D'accord. Mans. Le premier match contre Le Mans, on était au Sofitel et pour la causerie, bon, c'était Marc Bourrier, l'entraîneur. Ouais, ancien entraîneur espoir. Bon, moi, j'arrivais de Bordeaux, il y avait Tazzoli, Barthez, et à 17h, pendant la causerie, on était dans le salon, il y avait Tapi qui était assis sur la table, et Marc Bourrier, il nous met l'équipe du Mans, contre qui on va jouer, mais nous, on connaissait personne, on arrive de première division, on connaissait personne. Quand la Tapi, quand la Tapi s'est levé, il a dit, tu me prends pour un con? Il a dit, tirer la feuille où il y avait l'équipe du Mans. Il a dit, tu te rends compte les jours que tu mets là, personne ne connaît, du Mans. Il a dit, mets ton équipe que je te fais. Voilà, mets les joueurs, allez. Mets-toi à la place de l'entraîneur du Mans et commence à mettre l'équipe que tu as sur le papier. Et là, il commence à marquer Martez, Casoni, tout ça. Et c'est vrai que, franchement, nous, les joueurs du Mans, on ne les connaissait pas, hein. Il n'avait pas besoin de nous les marquer. Ouais, effectivement, quand tu vois la composition de l'équipe du Mans de l'époque, On ne connaissait pas, nous, ils nous ont battus, mais on ne connaissait pas eux. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas des joueurs qui sont entrés dans la postérité. Et donc, accélérons 2 ans plus tard, l'OM réussit son pari. Ton dernier match, c'est il me semble, hein, c'est le match de la montée. Vous terminez aux places qui vous permettent de monter en D1. Raconte-nous ce dernier match. Vous jouez d'ailleurs contre Le Mans, de nouveau. Cette fois-ci, vous gagnez, tu marques. Ça, on était déjà montés, là. Ah, vous aviez déjà vous avez... Ouais, on était déjà montés. C'était contre Sochaux, nous. Contre Sochaux, la montée. C'est mon dernier match, mais c'est mon dernier match au Stade Vélodrome, c'est contre Sochaux. D'accord. Alors, comment ça se passe? C'est là que je supportais le Triomphe. Eh ben, on a gagné ce match pour accéder en première division et on est dans le vestiaire et tout. Le stade est archi Kong. Et il y a des joueurs à l'échauffement comme Jabé, Marquet, Chouafni, Azua, Libra. Des jeunes qui veulent jouer en première division. Hein. Et quand on rentre de l'échauffement, il me dit Marcel. Et moi, je leur dis, ne vous inquiétez pas. Impossible. Impossible qu'on gagne pas ce match. C'est impossible. C'est écrit l'histoire. C'est écrit. Mon histoire, c'est écrit. On va remonter. Vous allez jouer en première division. Ne vous inquiétez pas. Ils vont prendre 3 ou 4 buts. C'est fini. Le match, on va le plier. Exactement les mots.
Et alors, on a mis 4 et il a explosé en plein vol, hein. Et voilà, j'ai été porté un triomphe. Ça a été l'apothéose. C'était quoi l'apothéose de la victoire, de la remontée, mais c'était aussi triste parce que dans ma tête, que c'était mon dernier match. Pas de Vélodrome. Alors que tu fais quand même donc une très belle saison. Pourquoi après tu te dis pas, tiens, je vais continuer? Mais parce que moi, j'arrivais sur mes 37 ans. Je pouvais pas m'entraîner comme tout le monde. Moi, le lundi, le mardi, le mercredi, je m'entraînais pratiquement pas, hein. J'avais plus les jambes, il fallait que je me fasse masser, il fallait que je récupère, il fallait que je m'entretienne, des petits décrassages. Je peux pas faire des séances comme les jeunes de 25 ans, quoi. Et Jean Mmh. Gini, il voulait pas se mettre en porte-à-faux en première division, que je m'entraîne un coup sur deux, quoi. D'accord. Et moi, j'ai pas voulu le mettre en porte-à-faux. Voilà, il m'a dit, Marcel, moi, j'aimerais que tu restes avec moi. J'ai un beau réseau, tu connais du monde dans le football, j'aimerais que tu sois mon directeur sportif. Ça, c'est le club est en train de se reconstruire, tu travailles auprès de moi. J'ai dit, Gérard, ok, moi, je travaille avec toi comme directeur sportif et avec le club pour reconstruire une équipe qui va jouer le haut du tableau. Voilà, tout simplement. Et ça s'est mis d'accord comme ça. On a pris beaucoup de ton temps, Marcel. On va passer à la dernière étape de cet entretien. C'est ce qu'on appelle les questions mitraillettes, où on te pose des questions, tu dois répondre à l'instinct, comme sur le terrain, hein. Première chose qui te passe par la tête. C'est parti. Tu es prêt? Allez. Ton club de cœur. Oh, vous êtes dur, là, je peux pas, hein. Eh bien oui, c'est dur. Ouais, c'est dur. Non, C'est dur. allez, on redémarre, je vous écoute. Quel est le joueur le plus dur que tu as affronté sur un terrain? René Girard. Ah. Ah, On l'a eu sur le podcast et effectivement, il revient souvent dans cette liste. Et le joueur le plus fort que tu as rencontré, celui qui t'a mis la misère. Ça fait Suzik, Et c'était lors de ton match en équipe de France ou en championnat? championnat. le joueur à qui tu as mis tout le temps la misère. Euh... Non, j'ai pas de joueur. Hein, le club alors peut-être, le club à qui chaque fois t'es transcendé et ça se passait toujours bien contre ce club. On va dire Lens. D'accord. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu dans le foot? De rien lâcher. Tu n'as jamais perdu jusqu'à la 95e minute avec les arrêts de jeu. Ton meilleur souvenir dans le foot? C'est Marseille, où j'ai débuté. C'est joli. Le regret dans le foot. De pas avoir joué à l'étranger. Quelle est la plus grosse baston à laquelle tu aies assisté ou participé? Toulouse-Sochaux. D'accord. C'est quoi le match retour où Albert se fait tirer les cheveux? C'est ça. C'est bien ça. On est bien juste. Ton meilleur ami dans le foot? Bruno Bellone. On a eu sur le. Qu'on a eu. Ouais, on l'a eu. Super. Super mec, super entretien qu'on a eu avec Bruno. On te salue Bruno. La plus grosse fiesta que tu as faite? Monaco ou Dimiz. Vas-y, raconte, qu'est-ce qui s'est passé de beau? Ouais, c'est avec les joueurs de l'AS Roma. On les a éliminés. Avec Giannini, Asler, Boller. Même qu'ils avaient perdu, ils avaient fait le grande fête. Qui était le plus gros fêtard dans toutes les équipes dans lesquelles tu as joué? José Touré. José Touré joue avec lui quand il était à Bordeaux ou... Monaco. Monaco. Oui, c'est vrai Ouais. qu'il joue à Monaco. C'est vrai, pardon. Ouais. Et c'était quoi ton surnom dans le vestiaire? El Diablo. Et à ton avis, qu'est-ce que tes fans seraient surpris d'apprendre sur toi? Mais c'est rien. Je sais pas, peut-être tu fais de la peinture, que... Que tu écris des poésies? Ah, que je joue aux cartes, surtout. Ah, À la contrée, à la belote. D'accord. Et qui était le pire joueur d'ailleurs? Parce qu'il y a toute une liste de joueurs qui étaient des très grands joueurs de cartes et qui étaient des très très mauvais perdants. Tu jouais aux cartes avec Platini en équipe de France? Oui, non, mais tu n'es pas mauvais perdant. C'est Bellone, le mauvais perdant. Bruno. Bruno. D'accord. Jusqu'au coup d'un mois, il était fâché. Ah bon? Ah oui, jusqu'au coup d'un mois. Après, j'ai dit, ça y est, Bruno, c'est fini, les cartes, t'as essayé le match. D'accord. Et qu'on a fait, hein, des bords de centre marque. Hein. D'accord. Non, mais pour en venir pour le club, c'est Marseille, hein, c'est l'OM. Hein. ah, le club de cœur, c'est Marseille. Ok. Eh oui. Il faut attendre. Hein. Là, t'as raison. Tu vois, on a passé, on attendait le cri du cœur. Je pense que les Monégas vont être tristes un petit peu. Hein. Hein? Les Bah, Monégas vont être un peu tristes. bon fait.
Quel est le nouveau Marcel Dib à l'heure actuelle dans le foot français? Dans le foot français. Bon, si t'es un international, on en prend aussi, mais Oh, j'ai pas encore vu. d'accord. Quel est l'héritage que tu laisses au foot? Un joueur qui lâche rien. C'est un joueur box-to-box qui lâche rien. Tu as Roland Courbis et Arsène Wenger sur un bateau. Tu ne peux en sauver qu'un seul. Lequel tu sauves? Je sauve les deux. Hein. J'arrive à sauver les deux. Alors, c'est-à-dire que tu te sacrifies alors, parce que c'est. Oui, Britannique. Version britannique. oui. D'accord. Toute dernière question, c'est tu peux rejouer un match. Lequel ce serait? Monaco-Brême. D'accord, donc finale de la Coupe des Coupes 92. Merci Marcel pour ce magnifique entretien. Ça valait le coup d'attendre en tout cas. Je te Merci à remercie. vous, c'était un plaisir. C'était Merci, vraiment sympa. D'ici là, bonne rentrée. Là, c'est un peu la période creuse au Tiki Beach, j'imagine. C'est ça, c'est fermé. D'accord. Et quand est-ce que tu reprends quand En est-ce que avril. Avril En jusqu'à avril. septembre. D'accord. Bah, écoute, Guillaume, toi qui vas souvent dans le sud, tu iras peut-être faire un petit bonjour à Clairement, avec plaisir. Si je suis invité, avec plaisir. Avec plaisir. la barre de fer. Ouais. Merci Marcel. En tout cas, c'était vraiment un grand honneur de t'avoir. Merci pour ta magnifique carrière. Merci à Merci vous. d'avoir fait rêver. Et puis, à très bien. bientôt, j'espère. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci Marcel pour ce magnifique épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau volet du podcast des légendes. Comme toutes les semaines, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et bien entendu sur notre site web www.lepodcastdeslégendes.com. On vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci de votre fidélité au podcast des légendes.